tous. Bonjour à tous. Merci. Et Charlet, Quentin, je vous laisse reprendre la main. Et donc, à tous, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Nico. Et bonjour Quentin, merci de nous rejoindre. Alors, avant de commencer, on va peut-être faire des petits tests avec les premiers arrivants. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si le son est bon, si vous nous entendez bien? Ouais, moi aussi, vous m'entendez bien? Aucun problème? 5 sur 5, ah, ça. Super. Okay. A priori, on n'a pas de nom, donc ça, c'est plutôt bon signe. On va tester du coup sur les slides. Hop. Si je partage la presse, vous allez pouvoir me dire, est-ce que, alors ça charge, est-ce que vous voyez la présentation correctement? Alors, Quentin, je te laisse me dire, vu que là, je ne vois plus le Livestorm. Alors, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. J'ai toujours aucun nom, ce qui est très encourageant. Super. Parfait. Bon, il est 15h, 15h01, on va pouvoir démarrer. Et ben, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre et bienvenue sur ce nouveau webinaire SMJ. Webinaire qui va porter aujourd'hui sur l'élaboration d'une stratégie de contenu au travers d'une étude de cas assez unique, assez particulière, celle de Kilibri. On va voir ensemble un client qui partait d'assez loin et qui a obtenu les résultats qu'on va voir ensemble après, à l'issue de cette stratégie. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Quentin de Kilibri. Bonjour à toi, Quentin. Oui, bonjour Charlet. Bah, écoute, très content de faire ce webinaire avec toi et bonjour à tous, du coup. Très content d'être avec vous. Écoutez, très rapidement, je suis responsable trafic et acquisition chez Kilibri depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Donc voilà, j'ai commencé très vite finalement à travailler avec SMJ sur cette partie SEO et donc avec Charlet. Top. Et donc pour ma part, Charles Bouzereau, donc je suis référenceur depuis un peu plus de 8 ans, chef de projet SEO chez SMJ depuis un peu plus de 2 ans. Donc voilà, SMJ, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une agence SEO située à Lyon, SEO et exclusivement SEO. SMJ est également le nom de notre plateforme d'optimisation de contenu ou d'aide à la rédaction, si vous préférez, qui permet aux entreprises de s'assurer que les contenus qu'elles produisent soient fortement optimisés pour le SEO. Donc voilà pour la petite intro. Et on est ensemble aujourd'hui pour parler stratégie SEO, stratégie de contenu, et plus spécifiquement le concept de la Content Factory. Qu'est-ce que c'est qu'une Content Factory? Comment on la dimensionne, comment on la met en place, comment vous allez pouvoir l'industrialiser. Et accessoirement, c'est quand même ce qui nous intéresse, quel type de résultats vous pouvez espérer obtenir via ce genre de méthode. Et pour illustrer ça, on va prendre l'exemple de Kilibri. Quentin, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'activité? Oui, alors je vais vous présenter ça assez rapidement pour vous expliquer Kilibri. Donc, on est une jeune entreprise, on a moins de 2 ans et on se définit comme les experts du bien-être par l'alimentation. Donc, dans les faits, en fait, on commercialise donc des programmes de rééquilibrage alimentaire pour aider les personnes désireuses de mieux manger à reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Et ça se traduit notamment chez nos clients par de la perte de poids. Donc, voilà ce qu'on fait Kilibri. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail du produit, en fait, donc on a des programmes, donc, comme je vous disais, de rééquilibrage alimentaire qui en fait s'articulent autour de 4 piliers principaux. Déjà des programmes sur mesure adaptés au profil de chacun de nos clients. Et dans ces programmes, vous recevez donc l'ensemble de votre alimentation qu'on livre à domicile. Il y a également un suivi régulier avec un diététicien nutritionniste diplômé d'État. Et pour finir, vous avez aussi accès à un coaching sportif, donc à peu près une dizaine de cours de sport par semaine en ligne, donc avec des coachs. Voilà pour Kilibri. Pour vous faire un état des lieux
comment on est arrivé finalement sur ce marché du régime donc, ultra concurrentiel, notamment sur le web. On est sur un marché avec en fait des acteurs historiques donc, que vous connaissez notamment, qui sont présents depuis une dizaine d'années, des marques fortes comme Weight Watchers, donc récemment devenu WW, d'autres acteurs qui sont plus récents et qui ont notamment des budgets assez colossaux sur le web, mais aussi sur des médias plus traditionnels. Donc, je vais prendre l'exemple de Comgem. Et enfin, on a des pure players digitaux aussi un peu plus récents, comme Dietbon. Donc, on est sur un marché qui représente plusieurs centaines de millions d'euros annuels rien que sur le net. Et donc, tous ces acteurs en fait, se concurrencent avec des budgets colossaux. Pour faire une rapide présentation notamment de Comgem, on a un concurrent qui est extrêmement présent en télé. Donc voilà, tous ceux qui ont regardé le Tour de France l'année dernière, vous savez très bien de quoi je parle. Ils font énormément de pubs à la télé. C'est notamment des budgets télé qui, depuis 2014, ne font que doubler et qui représentent, en 2018, 111 millions de dépenses, 111 millions d'euros bruts de dépenses en télé, d'après les médias. Et ce qui en fait aujourd'hui le premier annonceur télé. Donc voilà, un très très gros concurrent qui notamment fait que on ne peut pas forcément rivaliser avec des contenus, avec ce type de dépenses, ce type de budget. En plus de ça, nous, Qlibri, donc comme je vous disais, on est un jeune acteur, on n'avait que 2 ans, donc on n'a que 2 ans, donc on part d'un peu loin en termes de netlinking. Vous le voyez là sur ce graphe, on a très peu de domaines référents par rapport à des concurrents comme Comgem qui en ont 400, Dietbon 75 et enfin Kitchen Baguette 400. Donc voilà, c'est une autre difficulté, c'est qu'on part de loin sur un marché très concurrentiel. Et encore une autre difficulté qui vient s'ajouter à tout ça, c'est qu'on a la nécessité de refondre en fait notre marque. Il faut savoir que quand on a commencé, on s'appelait Mon Panier Minceur, qui était une marque très descriptive et qui fonctionnait bien pour le lancement, mais on a voulu très vite changer de nom et devenir en fait Qlibri donc en février. Donc ça fait beaucoup de contraintes quand on rentre sur ce marché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. En fait, il y a une opportunité qui se dessine très très vite chez nous, pour nous, qui est en fait une opportunité au niveau du SEO sur l'univers sémantique du régime en fait. Là où on pourrait attendre nos concurrents, finalement, les personnes qui vont pouvoir nous concurrencer en SEO quand on arrive sur le marché, ce sont des médias comme Doctissimo, comme Tom Santé, comme Santé Magazine, en fait, qui sont les personnes les plus présentes sur l'univers du régime. Ce qui fait qu'en fait, très vite, il y a une stratégie qui se dessine et qui, en fait, qui doit se concrétiser par la création de beaucoup de contenus, un travail sur le netlinking, parce que, comme vous l'avez vu, on partait vraiment de très loin, pour renforcer notre SEO. Et en fait, l'objectif est de ne pas passer les 5 ou 10 prochaines années à se battre en SIA avec des concurrents en fait, qui ont des budgets plus importants que les nôtres. Donc voilà un petit peu l'état des lieux pour Qlibri. On a un marché qui est très concurrentiel, sur lequel il va être difficile pour nous de se positionner, mais il y a une opportunité SEO. La seule chose est qu'on a 3 problèmes en fait, pour mettre en place cette stratégie. La première est qu'on n'a pas de spécialistes SEO en interne, on a des spécialistes marketing généralistes, mais on n'a pas de spécialistes SEO pour vraiment attaquer cette stratégie. Nous n'avons pas non plus les outils pour mettre en place la stratégie d'un point de vue opérationnel. Et enfin, on n'a pas non plus les bons partenaires en face. Il faut savoir qu'en interne, on n'a pas de rédacteur. On a des professionnels de santé qui s'occupent notamment donc, du suivi diététique de nos clients, mais qui ne sont pas capables en fait, d'initier la création de contenu compte tenu de la quantité qu'on veut créer. Donc voilà un petit peu notre situation quand on commence avec SEMJ au début de cette année. Merci Quentin. Donc une fois qu'on a tous ces éléments en main, on peut commencer la collaboration, on peut commencer à réfléchir à la stratégie SEO. Comme toute stratégie SEO, un des meilleurs points de départ, ça va être de s'appuyer sur les concurrents et de faire un audit très rapide pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport aux concurrents. Et là,
à ce niveau-là, on va constater qu'on a plusieurs challenges, plusieurs obstacles à surmonter. Le premier, c'est le trafic SEO, tout simple. Trafic SEO, donc le trafic organique du site, est très très faible au moment du démarrage de la prestation. On voit par rapport à un Comme J'aime et même par rapport au pure player que Quentin a présenté, Qlibri part de très loin. C'est un challenge parce que si vous êtes spécialiste SEO, vous connaissez peut-être ce problème, c'est que en SEO, plus on part de bas, plus c'est difficile d'enclencher cette espèce d'effet boule de neige qui va faire que le trafic engendre le trafic. Donc là, on part d'assez bas, on va devoir générer de la croissance rapidement pour pouvoir mettre en place cet effet boule de neige. On a un autre challenge qui va être, donc Quentin a parlé du netlinking, on est en dessous en netlinking, ce sera le deuxième challenge. Il y a seulement 20 RD sur Qlibri au moment du démarrage, donc clairement sur une niche telle que la minceur, les régimes, avec 20 domaines référents, on n'est pas au niveau des grands acteurs. Alors, je parle des RD, je pourrais prendre les backlinks, je pourrais prendre n'importe quel score d'autorité. On a du retard sur tous ces KPI-là. On a un troisième challenge qui va être celui du contenu. En effet, là, si on compare un peu aux concurrents, là encore, on a 10 contenus. Alors, je parle de contenus édito, d'accord? On a 10 contenus édito sur mon panier minceur Qlibri à l'époque, et on voit qu'on est quand même largement derrière les divers autres acteurs identifiés. Cela dit, on remarque aussi autre chose, c'est que ceux qui mettent le contenu le plus en avant, c'est Kitchen Diet avec 250 contenus. Ça reste bien, mais c'est pas non plus irrattrapable, c'est pas non plus démentiel. Donc, on a peut-être une carte à jouer à ce niveau-là. Et enfin, on a un quatrième challenge qui va être celui du secteur, tout simplement, puisqu'on est dans un univers régi par l'EAT. L'EAT, donc le secteur, là, on est dans la nutrition, la diététique, qui sont des disciplines qui appartiennent quand même à la médecine. Donc, on tombe sous les règles de l'EAT et les règles Your Money, Your Life. Je ne vais pas vous faire un hiatus sur l'EAT, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais je vous renvoie au très bon webinaire de Semrush de l'année dernière qui fait un très bon tour d'horizon de ces questions-là. Mais pour faire simple, ça signifie que si vous voulez faire une prise de parole sur ces sujets-là, prendre la parole sur des sujets de santé ou de finance, en tout cas tous les sujets un peu sensibles, vous devez avoir une certaine légitimité. C'est-à-dire que Google va se poser la question qui parle et est-ce que c'est documenté, d'où vient l'information, etc. Là, je vous ai mis l'exemple de lanutrition.fr qui illustre très bien ça. Donc, un des sites leaders sur cette thématique-là, qui a été fortement impacté avec une core update l'année dernière et dont le trafic a été divisé par 3 suite à cette update liée certainement à l'EAT. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais effectivement, on a eu tout un tas de bouleversements sur tous les sites qui portent sur l'univers santé en général au cours des 2 dernières années. Donc voilà, on a ces 4 challenges-là. On a quand même un bon point, mais c'est même un très bon point, c'est que sur le 3e pilier du SEO, pilier de la technique, on n'a pas trop de problématiques à ce niveau-là. On a eu une migration entre-temps, donc Quentin en a parlé, mon panier minceur est devenu Qlibri. On a eu une refonte du site, ce qui fait que le site a été, on va dire, mis à jour techniquement. Le site est même plutôt propre à ce niveau-là. Donc, pas de point bloquant sur la technique. Ce qui nous amène donc à nos 2 axes. Premier axe, donc mise à niveau netlinking. On voit que là, avec presque pas d'autorité, on ne va pas pouvoir se positionner correctement sur une niche comme la minceur. Donc là, on va viser une mise à niveau netlinking. On ne va pas tout miser sur ce pilier-là, mais on va essayer d'atteindre un niveau raisonnable pour pouvoir espérer concurrencer les meilleurs. Et enfin, stratégie de contenu scalable. C'est là-dessus que va reposer l'essentiel de la stratégie.
c'est-à-dire mettre en place une stratégie de contenu qu'on va pouvoir industrialiser et via laquelle on va pouvoir aller chercher de la croissance rapide. Donc, sur le premier point, ça va être assez rapide. Sur la mise à niveau netlinking, là, on le voit, hein, le but, encore une fois, c'était pas de rattraper un géant comme j'aime, d'accord, avec plus de 400 RD. Donc là, on a mis en place du netlinking, des stratégies de netlinking classiques sur 12 mois afin de mettre à niveau le domaine pour qu'il soit, on va dire, dans un état, qu'il atteigne une autorité qui soit respectable. Et à ce niveau-là, encore une fois, on est dans une niche qui est régie par les règles de l'EAT. Donc, on s'est dit, c'est aussi pour ça qu'on parle de mise à niveau, on s'est dit qu'on allait privilégier évidemment la qualité à la quantité. Ça, c'est très important parce que voilà, dans les sites de santé, les sites sensibles, Google va regarder plutôt la qualité des liens. Et pour ça, pour atteindre des liens de qualité, quoi de mieux que de cibler des spots de type média. Donc là, vous avez quelques exemples. Quitte à en avoir un petit peu moins, mais au moins, on va atteindre plutôt un niveau de qualité plutôt bon dans les liens qu'on va obtenir. Et pour cela, on a fait appel à une stratégie que tous les spécialistes SEO connaissent, hein, qui est le link baiting. Et peut-être, Quentin, tu peux revenir donc, sur la stratégie de link baiting qui a été adoptée. Oui, alors il faut savoir que donc, sur les conseillers de SEMJ, donc, on a travaillé sur ce netlinking. Donc, on a eu plusieurs façons de le faire. Nous avons, dans un premier temps, fait notamment toute une stratégie de communication qui nous a permis aussi de travailler dessus. Et une des propositions de SEMJ a été notamment, en fait, de faire une étude, tout simplement, sur le bien-être des Français. En fait, l'idée était de faire donc cette étude avec OpinionWay, un peu sur le même modèle que peut-être vous connaissez Darwin Nutrition. Vous connaissez peut-être pas le nom du blog, mais vous connaissez très certainement l'étude. C'est en fait l'étude qui est sortie après le premier confinement, donc sur le nombre de kilos que les Français ont pris pendant le confinement. Donc une étude qui a été relayée vraiment partout et sur plein de médias. Et en fait, l'idée était de faire un peu pareil et de faire ce link baiting comme dit Charlet. Et donc, on a décidé de faire ça sur le bien-être des Français. Et en fait, le pari a réussi à effectivement être repris par des magazines comme Au Femina, comme Biba Magazine, comme aussi Voici. Donc, ça a été vraiment une stratégie payante et très efficace pour travailler ça. Et on voit avec à la clé l'acquisition de bien jolis liens depuis des domaines à forte autorité. Alors ça, c'est aussi une astuce pour vous. Normalement, peu importe votre business, vous avez certainement la possibilité de produire des études statistiques ou alors des formats enrichis de médias, par exemple des infographies, de la vidéo, toutes sortes de contenus à forte valeur ajoutée qui va avoir plus de chances d'être repris par différents médias. Donc ça fonctionnait avant, ça fonctionne toujours maintenant. Et surtout que maintenant, la qualité des liens est vraiment importante. Donc, si vous avez une opportunité d'exploiter ça, n'hésitez surtout pas. Maintenant, sur la partie contenu, on a vu le netlinking. Sur la partie contenu, on a décidé de faire du contenu le véritable point fort de notre stratégie SEO. Le netlinking, c'était juste une mise à niveau, mais le gros de la stratégie SEO va s'appuyer sur la création, la production de contenu. On peut le voir ici, en l'espace d'un an, on a vraiment accéléré la production de contenu, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout, on est passé devant, en termes de production de contenu édito, devant l'ensemble des concurrents. Donc, toute stratégie SEO doit se fixer un cap. Nous, le cap qu'on s'est fixé, c'est celui du contenu, parce qu'on avait identifié qu'il y avait une opportunité à ce niveau-là par rapport à notre univers concurrentiel. Pourquoi on a décidé de miser sur le contenu en particulier? C'est parce que quand on s'intéresse un peu au type de trafic reçu par nos concurrents, on s'aperçoit d'une chose. Un concurrent comme j'aime
va attirer 90% de trafic via des recherches de type marque. Donc, typiquement, comme j'aime avis, comme j'aime régime, etc. Et donc, seulement 10% de trafic hors marque. À l'inverse, un concurrent assez intéressant, ça va être Kitchen Diet. Donc, 90% du trafic va être constitué de contenu informationnel hors marque. Ça nous intéresse parce que, en termes de part de marché, on sait très bien, surtout à l'heure actuelle, que les gens ont tendance à effectuer, on va dire, avant d'effectuer un achat, ils vont faire 90% de leurs recherches sur la recherche d'informations, comparer les prix, comparer les méthodes. Donc pour nous, c'était très important d'acquérir des parts de marché via nos contenus informationnels pour commencer déjà à capter une clientèle, en tout cas à miser sur l'awareness et à leur faire connaître la marque de cette manière. Chaque contenu constitue autant de portes d'entrée nouvelles vers la marque. Et pour rebondir très rapidement là-dessus, Charlet, voilà, comme tu le montres là, en fait, notamment pour Comme J'aime, on a beaucoup de recherches qui se font en fait sur le mot-clé Comme J'aime, et notamment tout ça dû à de fortes dépenses en pub télé, qui fait qu'en fait, Comme J'aime se retrouve notamment dans une position où si demain la télé s'arrête, leur trafic diminue fortement. Et c'est là-dessus que je vous disais que nous, l'idée n'était pas de se battre sur des budgets colossaux et sur notamment la télé, mais vraiment de pouvoir générer du trafic organique, un maximum de trafic organique. Et on vous présentera bien sûr les résultats après et ce que ça veut dire en termes de chiffres, mais voilà. Tout à fait. Et on pourrait même dire que le trafic de Comme J'aime est plus ou moins sous perfusion des pubs télé, puisqu'il en dépend énormément. Donc, une fois qu'on a tout ça, on a décidé que le contenu, ça allait être vraiment notre point de différenciation, notre point fort. Donc, on va commencer avec l'analyse des concurrents et des concurrents SEO. On vous a dit tout à l'heure que les concurrents directs, les concurrents business, Kitchen Diet, Dietbon, etc., ne misent pas énormément sur le SEO. Ça ne veut pas dire que sur la niche de la minceur, il n'y a pas déjà des gros concurrents SEO. C'est juste que ce n'est pas des concurrents business, mais on a beaucoup de sites informationnels, donc typiquement Doctissimo, donc la nutrition, Top Santé et autres, qui sont très forts en SEO. Et la première étape, ça va être tout simplement de les auditer et on va en tirer un certain nombre d'informations. La première chose, c'est qu'on peut utiliser un outil comme Ahref, par exemple, donc utiliser le module meilleure page d'Ahref, qui est un très bon module, et filtrer sur le dossier nutrition de Doctissimo. De cette manière, on a déjà une première information, c'est qu'on voit que dans leur dossier nutrition, Doctissimo possède 1755 contenus. Donc, voilà le nombre de contenus de Doctissimo liés à notre thématique. On va bien sûr réitérer l'opération sur tous nos concurrents. Ça va nous donner un peu un ordre d'idée du cap qu'on va devoir se fixer en termes de production de contenu. La deuxième chose, c'est que ça nous donne un ordre d'idée du trafic total que ça représente. Ça reste une estimation, mais on voit que ça représente en termes de trafic 350 000 recherches mensuelles. Il y a une dernière chose, c'est que d'un point de vue méthodo, là c'est très facile. Vous voyez qu'à droite, j'ai ma liste top mots-clés. Donc, tout simplement, je vais exporter et je vais réitérer l'opération pour tous mes concurrents. Je vais exporter cette liste et à chaque contenu va correspondre un mot-clé. Donc là, si j'exporte, j'ai déjà une liste faite de plus de 1700 mots-clés. Donc déjà, ça fait gagner beaucoup de temps. Bien évidemment, donc on va faire ça pour tous les concurrents et on va compléter avec une recherche de mots-clés plus traditionnelle via vos outils de préférence. Ça va nous donner une liste plutôt exhaustive de plusieurs milliers de mots-clés. Une fois qu'on a notre liste, par concurrent, on va pouvoir s'affairer à les ranger dans des catégories. Ça va nous aider, nous, à hiérarchiser notre contenu, à structurer notre blog quand on va ensuite s'atteler à la création du blog. Là, on peut voir, par exemple, sur Doctissimo, ils ont 600 contenus qui portent plutôt sur les recettes, 300 sur les régimes, etc. Tout ça représente au total 350 000
trafic SEO, en tout cas en potentiel. Et ça nous aide énormément ensuite parce que c'est très important quand on va créer le blog que le blog soit parfaitement structuré et hiérarchisé. À partir de là, on a notre roadmap qui est plutôt clair et qui va se décliner en 3 étapes. Donc, la première chose, c'est donc les catégories. Donc, nous, on a priorisé 6 thématiques. Donc, nos milliers de mots-clés, on les a arrangés, comme j'ai dit, dans 6 thématiques. Donc, on a perte de poids, les différents régimes, les différentes recettes, la remise en forme par le sport, etc. Donc, on a nos 6 grandes thématiques. On va prioriser. Donc, on va décider que, par exemple, c'est perte de poids qui serait notre thématique numéro 1. Ensuite, on va définir au minimum une centaine de mots-clés par thématique. Donc, quand je dis mots-clés, c'est des sujets d'articles, on est d'accord? Donc, on va remplir chacun de ces silos avec plus d'une centaine de mots-clés. Et pour nous aider d'un point de vue un peu plus micro, et ça, c'est une petite astuce si vous avez, pareil, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mots-clés à prioriser rapidement, vous pouvez faire comme ça, c'est-à-dire un ratio entre le volume de recherche mensuelle, donc à savoir le gain potentiel de trafic, et la keyword difficulty. Donc, voilà, vous pouvez prendre l'indicateur de difficulté, que ce soit celui de Ahrefs, de SEMrush ou de Moz, même s'ils sont calculés de manière différente, ça vous donne quand même une bonne idée de l'environnement concurrentiel sur un mot-clé. Vous faites ce ratio-là et ça vous donne déjà un ordre de priorité des contenus à faire. Parce que, bien évidemment, étant donné qu'on fait figure de petits poussets dans cet univers, on ne va pas tout de suite attaquer des mots-clés ultra concurrentiels. On va déjà aller chercher du gain rapide en attaquant des mots-clés un peu moins concurrentiels, en détectant les meilleures opportunités de cette manière. Et puis ensuite, petit à petit, en faisant monter l'autorité de nos catégories, on va pouvoir s'attaquer à des mots-clés beaucoup plus intéressants. La 3e étape, ça va être la production de 100 contenus, une thématique après l'autre. Alors ça, faut bien l'expliquer, c'est très important, parce que c'est un petit peu contre-intuitif. On pourrait s'imaginer que la manière la plus logique de procéder serait de remplir nos différentes catégories de blog, là, nos 6 catégories, de manière un peu horizontale, en parsemant chaque catégorie de différents articles et en les remplissant comme ça équitablement. En fait, nous, on a opté pour une approche complètement opposée, très verticale pour le coup, puisque on va décider de bombarder, entre guillemets, une catégorie avec 100 contenus. Donc là, en l'occurrence, perte de poids. On fait 100 contenus sur la perte de poids. Donc on remplit complètement notre catégorie avant de passer à la suivante. L'intérêt de faire ça, c'est que le but à terme pour un blog, c'est de créer un effet de cluster sémantique. L'effet de cluster, c'est en gros de dire que chaque contenu, tous les contenus vont se renforcer les uns les autres via du maillage interne et faire monter l'autorité du site sur une thématique donnée. Et donc, pour atteindre cet effet de cluster un peu plus rapidement, eh ben, on va faire une thématique après l'autre. Donc, on a commencé par 100 contenus sur la perte de poids et ensuite 100 contenus sur le régime, etc., etc. Et là, Quentin, tu peux peut-être expliquer comment ça se matérialise sur le blog. Oui, alors il faut savoir que, exactement comme disait Charlet, on a vraiment commencé par remplir ces grandes catégories que vous voyez ici, en fait, perte de poids, bien-être et santé, nutrition, remise en forme, recettes, qui sont vraiment calquées un petit peu sur notre offre, finalement, l'offre équilibrée. On a bien évidemment commencé par la plus évidente, qui était la perte de poids, la plus générique, et on a vraiment fait ce travail de prioriser donc 100 contenus sur la perte de poids avant de passer à la catégorie d'après. Et en fait, ces 100 contenus qu'on avait créés dans chaque catégorie nous a permis très vite en fait, d'établir la base du blog. Et ensuite, on a pu préciser certains contenus au sein des catégories et se sont très vite dessinés aussi les sous-catégories en fait, de nos silos. Donc là, ce que vous voyez, c'est la première version de notre blog, mais l'architecture n'a pas changé en fait. Si aujourd'hui, vous allez sur le mag Equilibri, vous trouverez exactement les mêmes catégories, juste un design un peu plus sympathique. Tout à fait. Donc maintenant, pour illustrer un peu cet exemple d'effet cocon sémantique, je parle d'effet cocon sémantique, il ne s'agit pas de véritable cocon, mais on a, comme je disais, un effet de cluster
dans lequel les contenus vont se renforcer les uns les autres. Et là, on a un très bon exemple. C'est que, par exemple, si je prends mathématiques régime, là, j'ai tous mes contenus régime. On peut voir que sur la première colonne encadrée en rouge, ils font tous du trafic, ce qui est assez rare. Là, tous mes contenus font du trafic. On peut même raisonnablement penser que c'est parce que j'en ai 100 qui font tous du trafic. Je m'explique. Si j'en avais que 50 ou si j'en avais qu'une vingtaine, ils feraient du trafic, mais peut-être moins à titre individuel. Mais là, le fait que chaque contenu se renforce les uns les autres via le maillage, ils sont tous plus forts ensemble. Donc, c'est ça qu'on a appelé l'effet cocon sémantique. Alors, bien sûr, là, ça paraît assez simple dit comme ça, puisque, en gros, il suffirait de créer en masse des centaines ou des milliers de contenus pour pouvoir avoir du trafic rapidement. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Là, tout le but de la Content Factory, ça va être de créer du contenu en masse, mais du contenu de qualité. Et on ne veut surtout pas transiger sur la qualité parce que nous, ce qu'on veut, c'est que chaque contenu fasse du trafic. Donc ça, c'est un des KPI qu'on regarde le plus, nous, chez SMJ, qui est pourtant KPI qui est très souvent délaissé, mais que je trouve assez intéressant, c'est la part de contenu qui capte du trafic. Sur les contenus édito, vous pouvez regarder, comme j'aime, n'a que 5% de ces contenus qui captent du trafic. C'est-à-dire qu'ils ont 95% de contenu qui fait 0 de trafic. Diète Bon et Kitchen Diet sont à 15%, donc on va dire c'est dans la moyenne d'ailleurs, et Doctissimo 55%, ce qui est déjà très bien. 80% des contenus de Kilibri font du trafic, donc là on est largement au-dessus de la moyenne. Vous pouvez faire le test chez vous avec votre site, vous verrez que vous serez normalement entre les 10 et 30% de contenus, donc d'articles qui vont capter du trafic. Donc, comment on atteint ce genre de résultat? Eh ben, tout simplement en misant aussi sur la qualité de chaque contenu. Et pour ça, le but, ça va être de générer des briefs SEO, des briefs qualitatifs SEO, qui soient facilement scalables aussi. Donc là, on va vous montrer en 2 minutes la méthode utilisée par Kilibri pour son blog pour optimiser chaque contenu. C'est parti, bon, ça va aller très rapidement. Donc, je vais prendre un mot-clé, en l'occurrence le mot-clé rééquilibrage alimentaire. On peut voir c'est un mot-clé qui fait 15 000 de trafic, 15 000 recherches mensuelles, donc c'est très intéressant. On va commencer par regarder les concurrents, donc la SERP. Sur le top 10 de la SERP, on va pouvoir voir la tonalité des articles, le titre, on va pouvoir voir le plan de l'architecture HN, et ensuite on va pouvoir voir les différents axes d'optimisation, à commencer par la longueur du contenu. Là, on voit qu'il faut dépasser 2300 mots pour être meilleur que les premiers. L'architecture HN, donc tout ce qui est H2, H3, là par exemple, menu rééquilibrage alimentaire, ça fait 6000 par mois. C'est clairement un mot-clé qui va mériter un paragraphe en H2, par exemple, donc une sous-section particulière. Et on va comme ça utiliser ce qui se trouve sur la SERP, donc les plans utilisés par les concurrents pour orienter notre architecture HN. On a enfin les réponses aux questions, ça vous savez, hein, les PA c'est très important. Donc on va répondre aux questions des internautes sur la thématique, comment déclencher la perte de poids par exemple. Eh ben, on va déjà mentionner cette question dans le cœur du texte et on va y répondre. On a également le champ lexical, donc là, ça vous connaissez, mais le but est d'enrichir notre contenu en y ajoutant énormément de mots-clés connexes et annexes et de synonymes pour avoir un contenu qui soit véritablement exhaustif. Enfin, j'ai le maillage interne, donc là, on va identifier tous les mots-clés de notre blog qui parlent déjà du sujet du rééquilibrage alimentaire pour suggérer au rédacteur des potentielles pistes de maillage interne. Une fois que mon rédacteur a tout ça, il va tout simplement rédiger son texte. Et voilà, on peut voir en haut à droite que le score d'optimisation, voilà, il passe à 81. Ensuite, une fois que le rédacteur a fait son travail, il va pouvoir valider si d'un point de vue SEO, les recommandations sont bien suivies et on va pouvoir passer au contenu suivant. Donc, pour résumer
la méthode est très simple. En face de chaque contenu, on met un mot-clé, un focus keyword, et en face de chaque focus keyword, on fait un brief SEO. Le but, c'est que à terme, chacun de nos contenus correspondent et répondent de manière très complète au brief qui a été créé. Et on a un dernier élément qui est celui de l'EAT. Et je vais laisser la parole à Quentin pour nous expliquer ce qui a été fait à ce niveau-là sur Kilibri. Oui, alors comme je vous disais en fait au début dans l'introduction, chez Kilibri, donc on a un de nos piliers qui est en fait le suivi diététique, ce qui fait qu'en fait on a des diététiciens nutritionnistes donc diplômés d'État dans l'entreprise qui en fait sont un atout majeur pour nous en termes de SEO et sur lequel SEMJ en fait nous a fait capitaliser. Donc en fait c'est très simple, il y avait trois grandes choses. Trois grands piliers sur lesquels on pouvait s'appuyer grâce à eux, qui étaient d'abord la révision des contenus. Donc, je vous l'ai expliqué, en fait, ils ne sont pas capables forcément de faire la production de contenu parce que c'est pas leur mission principale. En revanche, ils sont tout à fait capables de faire la révision donc, de tous les contenus qui sont produits et notamment d'après pouvoir les mettre en avant, de pouvoir les signer et de pouvoir même les compléter en fait avec des références des études scientifiques en fait pour étayer les contenus, étayer les propos et ajouter toujours plus d'autorité en fait à ces contenus. Pour ce qui est de la mise en avant, il y a trois choses qu'on a pu faire en fait notamment, qui étaient déjà donc comme je vous le disais de pouvoir leur faire signer ces articles qu'ils corrigeaient et ensuite en fait on pouvait rediriger tout ça vers une liste, enfin une page qui en fait présente tous nos diététiciens nutritionnistes et qui ensuite peut présenter une biographie un peu plus complète avec notamment les articles qui ont été rédigés. Donc en fait, tout ça, mis bout à bout, fait qu'on avait vraiment des articles qui avaient beaucoup d'autorité en fait aux yeux de Google et qui s'est révélé être un atout majeur en fait pour la stratégie SEO qu'on voulait mettre en place avec SEMJ. Tout à fait. La bibliographie est très important, tu l'as souligné, et la mise en avant des auteurs. À noter que, nous, on en est plus ou moins persuadés, l'EAT et le YMYL, Your Money, Your Life, on a tendance à cantonner ça au secteur sensible. Bon, c'est vrai actuellement, mais je pense que ça va tendre à se généraliser. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les sites de médias et la manière dont ils ont été impactés par les algos dernièrement. Donc, moi, je parle au quotidien avec des chefs d'entreprise et je m'en rends compte qu'ils ont tous des experts métiers chez eux. Vous avez tous dans votre entreprise des experts métiers, des gens qui savent exactement de quoi ils parlent, qui ne sont pas forcément les gens qui vont faire la prise de parole sur votre blog. Le but, ça va être de les mettre en avant, vraiment de les valoriser au possible sur votre site, mettre en avant leur expertise et effectivement tout renseigner, tout sourcer, ça c'est très important. Il faut en gros montrer patte blanche à Google si vous préférez. Et si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous renvoie aussi aux guidelines des Quality Writers qui sont pour le coup des documents publics qui vont vous permettre de comprendre mieux ce que Google attend sur ce point. Et maintenant, du coup, Quentin, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les résultats qui ont été oui, vous avez été beaucoup teasé, mais du coup, j'imagine que vous voulez un petit peu savoir ce qu'on a réussi à mettre en place, comment ça s'est concrétisé d'un point de vue chiffre et même cette Content Factory, comment on a réussi à l'implémenter. Écoutez, je vais vous présenter tout ça. Pour commencer sur la partie netlinking, donc comme vous expliquait Charlet, on a vraiment pu faire une mise à niveau en se concentrant dessus, notamment du côté marketing, du côté de la com, avec une strate de communication complète, de la relation presse, des partenariats. Notamment, on a pu capitaliser, comme on vous l'expliquait avec Charlet, sur pas mal de choses. La première étant cette étude avec Opinionway qui nous a permis de beaucoup renforcer le netlinking. On avait aussi une première levée de fonds qui nous a permis, pareil, de publier des articles dans
sur des sites divers. Donc voilà, beaucoup de choses qui font qu'on a réussi à progressivement renforcer donc ce netlinking sur l'année pour atteindre voilà, 140 liens sur l'année. Pour ce qui est de la Content Factory, en fait, ça peut paraître compliqué à mettre en place comme ça, mais en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle finalement. Comme on vous l'expliquait, enfin comme vous l'expliquait Charlet, la première chose a été déjà de définir un peu les mots-clés. Donc on a vraiment fait ce ratio de volume et de keyword difficulty qui nous a permis de ressortir les mots-clés les plus intéressants pour nous et de tirer vraiment une liste qu'on a pu ensuite dispatcher dans nos différents silos. Pour la rédaction, on a fait appel à deux rédacteurs externes qui étaient à plein temps, qui rédigeaient en fait nos articles. Une correction ensuite qui allait directement à nos diététiciens. Donc une fois qu'on rentrait les mots en fait, si vous voulez, dans CMJ, on les assignait à nos rédacteurs, qui les rédigeaient, qui une fois rédigés pouvaient directement les mettre en rédaction complétée. Nos diététiciens les récupèrent directement sur la plateforme CMJ en fait, viennent regarder si les propos sont exacts d'un point de vue scientifique, rajouter quelques liens, notamment d'études qu'ils peuvent connaître. Et ensuite, une fois que ces articles sont corrigés par nos diététiciens, ils vont directement au marketing. Et en fait, le marketing fait un peu cette dernière validation SEO, vient poser peut-être les derniers liens dont on peut avoir besoin pour ensuite les publier directement sur le blog. Il faut savoir qu'on s'était donné... on n'avait pas tellement d'idées de combien de contenu on pouvait produire par semaine. On s'est donné ce premier chiffre de 30 et en fait, on s'est rendu compte qu'on était tout à fait capable de produire 30 contenus par semaine, optimisés, comme on vous l'expliquait avec Charlet, avec la plateforme CMJ. Donc vraiment des contenus qui nous permettent d'atteindre ce chiffre assez impressionnant de 80% en fait, de contenus qui génèrent du trafic vers le blog. Donc voilà pour la Content Factory, comme on vous l'explique, très très bien huilé. Et ça se concrétise comment? Ça se concrétise en fait par plus de 800 contenus qui ont été produits entre février et jusqu'à aujourd'hui finalement. Donc un chiffre assez impressionnant. On est sur à peu près 120 contenus donc de manière constante par mois, entre 1200 et 1500 mots, avec finalement cette Content Factory qui est encore une fois pas très compliqué à mettre en place. Donc voilà. Voilà pour la partie content. Et encore une fois, vraiment, sur ces 600 contenus, ils sont tous optimisés et tous viennent tirer la croissance, comme on vous l'explique, avec ces 80% de trafic, de contenu qui génère du trafic. Et du coup, ça s'explique par notamment deux façons, qui est cet effort d'optimiser en fait chaque contenu avec l'outil CMJ et cet outil vous rend notamment la tâche très efficace parce qu'il y a ce content score et qui vient en fait augmenter à chaque fois que vous rentrez les recommandations de CMJ. Et vraiment, on ne laisse aucun contenu de côté. Donc tous participent à la croissance et nous amène à cette courbe qui est, pareil, assez impressionnante et qui montre un peu notre trafic organique sur le début de l'année. Donc comme vous voyez, on a eu un petit début de croissance en janvier parce qu'en fait, on a commencé une première rédaction en décembre, mais pas complètement, pas celle qu'on a eue après, donc des 30 contenus par semaine. En revanche, en janvier, on a commencé à produire ces 30 contenus par semaine. Et vous voyez qu'en fait, très très vite finalement, on a une croissance qui est exponentielle. En fait, on avait un trafic organique qui était multiplié par 2 à partir de mars chaque mois, et qui fait que fin août, on est sur 60K utilisateurs, donc 60 000 utilisateurs sur le mois d'août. Là, vous ne voyez pas les chiffres forcément d'octobre et de novembre. Il faut savoir qu'en octobre, on a fait une migration, on a migré le blog vers un WordPress qui fait qu'on a perdu un petit peu de tracking. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on était pareil autour de ces 60K. Et là, début novembre, donc on est le 17, aujourd'hui on est à 60K également. Donc il nous reste encore 13 beaux jours devant nous. Donc vous voyez vraiment que la croissance elle est rapide. Et je tiens à appuyer sur un point, c'est qu'on sait, enfin vous le savez très certainement, mais le SEO c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et donc là en fait la croissance qu'on observe ici, c'est que le début de la courbe, et on sait très bien qu'en fait elle a vocation
à encore augmenter dans les mois qui suivent, d'autant qu'on n'arrête toujours pas cette Content Factory et qu'on continue de l'alimenter. Plus précisément, si on regarde certains mots-clés stratégiques, il y a le rééquilibrage alimentaire sur lequel on a une première position, une très belle première position. Il y a aussi le mot-clé perte du ventre homme, alimentation et sport. Vous voyez qu'en fait, en mai, finalement, on a une position qui est à peu près top 15 et on fait à peu près 700 visites, je crois, sur le mois de mai avec ce mot-clé. Et en fait, en juillet, on atteint très très vite un top 3 et plus de 6000 visites sur le mois avec ce mot-clé. Et je tiens à souligner que ce chiffre, il est d'autant plus important qu'en fait, sur les requêtes autour de la minceur et du régime, en fait, on a une tendance qui est décroissante sur la période. Donc, un chiffre qui est d'autant plus impressionnant qu'on n'est pas sur les temps forts en fait, du business à ce moment-là. Pour un petit peu vous montrer de manière visuelle ce que je vous disais au tout début, qui était que, encore une fois, on ne voulait pas se battre avec des acteurs colossaux qui ont des budgets bien plus importants que les nôtres sur de l'acquisition payante. On voulait vraiment pouvoir compenser avec le SEO. Et en fait, vous le voyez très bien sur ce petit graphe. En mars, sur une base de 100, en fait, on a une acquisition payante qui est à peu près à 75, qui représente 75% du trafic. Le SEO représente à peu près 4% et il y a le reste qui est une petite vingtaine. En fait, vous voyez très vite qu'en octobre, sur une base de 200, on a une acquisition payante qui augmente un petit peu, mais qui reste relativement stable. En revanche, on a un SEO, une part du SEO qui est multipliée par 13 et qui vient atteindre à peu près, pratiquement 50% du mix. Le graphe n'est pas exactement bien proportionné. Donc, un pari qui est vraiment gagné de ce côté-là. On est plus dépendant, en fait, de l'acquisition payante. Très rapidement, si je devais résumer vous partager 3 apprentissages qu'on a eu sur l'année, il y en a un qui est tout simple, mais qui est reculé pour mieux sauter. En fait, ça ne sert à rien de se lancer corps et âme dans une Content Factory si on ne fait pas l'effort d'assurer les bases et de regarder ce qu'on a actuellement sur le site, de faire cette petite audit du site, de faire une audit de l'existant, donc des points forts, des points faibles, voir ce que font les concurrents, pour un petit peu voir là où on peut aller chercher, là où on peut aller combler les trous finalement, ce qui peut faire gagner un temps précieux sur le long terme. Il y a aussi le côté qu'il faut rester efficace dans son approche. Je reviens sur le fait qu'avec SEMJ, on a vraiment fait ce choix des mots-clés et ce travail de regarder, encore une fois, les mots-clés les plus intéressants. Ça ne servait à rien d'aller se battre avec Doctissimo sur les mots-clés qui font le plus de volume si la keyword difficulté est trop importante. Donc, on a fait ce travail vraiment de faire ce petit ratio entre le volume de recherche mensuel et la difficulté à se placer sur le mot-clé, qui nous a permis en fait de nous placer sur des mots-clés parfois intermédiaires, mais qui, mis bout à bout, tous ces mots-clés nous permettent en fait de générer un trafic qui est très important et qui est très qualitatif. Donc voilà pour ce deuxième petit apprentissage. Et le troisième, c'est vraiment d'être consistant sur la création de contenu. Comme je vous le disais, on a vraiment commencé par 30 contenus en se disant qu'on faisait un premier test sur une semaine. Et quand on s'est rendu compte que c'était tout à fait tenable, on a continué sur cette lancée et on va continuer de produire du contenu sans s'arrêter pour maintenir cette Content Factory. Donc, elle ne fermera pas ses portes là en 2021. Voilà. Très bien. Du coup, alors très rapidement, parce que oui, on va laisser un peu de temps pour les questions. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir du coup pour Kilibri? Pour Kilibri, donc déjà il va y avoir à l'échelle du blog la mise à jour des contenus, parce que voilà, ça fait maintenant 1 an presque qu'on produit du contenu, donc on continue de le mettre à jour et on va continuer de le mettre à jour. On va continuer de développer certains cocons sémantiques et on va aller se placer sur aussi peut-être des nouvelles catégories. Voilà, on va ouvrir des nouveaux horizons et continuer toujours à produire du contenu, comme je vous le disais. Et à l'échelle du site, le but, ça va être vraiment d'améliorer l'articulation entre le SEO en fait et le site marchand, et vraiment pouvoir avoir cette capacité à générer en fait des prospects tout simplement pour valoriser le trafic qu'on a réussi à créer jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pour les perspectives. Très clair. Merci Quentin. Si je pouvais conclure, je dirais que et si on devait vraiment retenir quelque chose de cette présentation, c'est que quand on a des objectifs forts en SEO, des objectifs très ambitieux et qu'on vise une croissance très forte, il faut une stratégie sur mesure. En l'occurrence, on a appliqué une stratégie sur mesure qui s'appuie sur le contenu. Donc ça, c'est le début de
toute stratégie de SEO visant une forte croissance. Le contenu comme levier de croissance, nous, on y croit fort, puisque évidemment, c'est un peu notre spécialité chez SMJ, à savoir qu'en France, il y a encore vraiment de belles cartes à jouer à ce niveau-là, comparé à nos voisins anglo-saxons, chez lesquels le content marketing, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé depuis 10 ans et ils ont vraiment acquis une maturité très forte à ce niveau-là. Nous, on a encore vraiment de belles perspectives d'évolution à ce niveau-là et ça passe par le troisième point qui est savoir industrialiser les moyens, comme Kilibri a su le faire, afin d'avoir des résultats qui soient non seulement rapides, mais qui soient aussi scalables. Et là, c'est l'avantage aussi de la stratégie, c'est que c'est scalable sur éventuellement même plusieurs années. Voilà, et ben merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Maintenant, on va passer à la phase des questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, on va voir ensemble. Par contre, je vais devoir repasser sur le Livestorm. Ok, c'est top. Donc, on va faire super outil. Alors, super outil, mais Kilibri n'ayant pas de rédacteur, qui rédige derrière? Effectivement, Quentin a expliqué que la rédaction était externalisée. Est-ce qu'il n'est pas préférable de déclencher la stratégie de contenu avant celle de netlinking, histoire d'avoir des pages d'atterrissage à mettre en face des liens? C'est une très bonne question. En fait, c'était peut-être pas forcément clair, mais la phase de rédaction et de mise en ligne des contenus a été amorcée bien avant la phase de netlinking. Donc effectivement, je l'ai présenté dans le sens inverse, mais la phase de netlinking, elle a commencé là très récemment en fait, juste après le confinement, alors que la phase d'enclenchement de la Content Factory, n'est-ce pas Quentin, a été enclenchée plutôt en début d'année. Oui, exactement. Donc, ok, sans contenu pour de 1500 mots par mois, ça représente quoi en budget? Alors, j'ai envie de dire ça dépend, puis ça va dépendre de beaucoup d'éléments, notamment du prestataire externe. Peut-être Quentin, tu as peut-être un élément de réponse. Ça va vraiment dépendre de si vous prenez des rédacteurs externes, si vous faites ça en interne, si, encore une fois, de quel genre de rédacteur vous faites appel, parce qu'en plus, certains font payer au mot, certains font payer au nombre de lignes, mais je crois que le plus courant, ça reste les mots. Donc, ça dépend vraiment de qui vous allez aller chercher. Est-ce que vous allez chercher des freelances? Est-ce que vous allez chercher une agence? Voilà. Est-ce que vous allez faire rédiger quel est le niveau d'expertise du rédacteur et où est-ce qu'il est localisé? Est-ce que c'est un rédacteur en France ou situé dans la francophonie? Donc tout ça, ça va influer également sur le devis. On a Kevin qui nous demande quid du taux de conversion du nouveau trafic organique? C'est une très bonne question. Alors, je vais laisser Quentin répondre, mais il y a quelque chose sur lequel j'ai pas vraiment insisté, mais qui est important, c'est que tous ces nouveaux contenus qui vont générer du trafic et qui vont, on l'a dit, ils vont se pousser entre eux, de manière secondaire, mais aussi très importante, ils vont aussi pousser les landings, donc les landings transactionnels. Donc, c'est aussi ça le but de la Content Factory. C'est pas simplement d'aller générer du trafic sur des pages informationnelles, c'est de pousser la puissance de nos landings transactionnels. Peut-être que Quentin, tu as un élément de réponse aussi. Alors, pour le taux de conversion, aujourd'hui, il n'est pas, comment dire, en fait, on est en train de travailler dessus, donc ça fait partie notamment de ces choses sur lesquelles on est en fait actuellement en train de travailler. Donc, en fait, pour vous expliquer, à la base, le blog était présent sur le site directement, donc sur le domaine Kilibri.fr. C'est que très récemment qu'on l'a passé, en fait, le blog n'était pas adapté, notre back-office ne permettait pas d'avoir un blog très adapté pour une Content Factory, donc on l'a déplacé vers un sous-domaine, donc le mac.kilibri, comme on l'a appelé, qui fait qu'aujourd'hui, on a un blog qui est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus adapté à une Content Factory. On l'a passé sur une nouvelle version,
mais on est encore en période de test, donc c'est un peu compliqué pour nous de vous dire quel est notre taux de conversion là-dessus, parce qu'il n'est pas du tout fixe. Et on est en train de faire beaucoup de tests justement pour pouvoir valoriser un peu ce trafic et pour pouvoir générer des prospects grâce à ça. Mais j'ai pas un chiffre à vous communiquer là-dessus qui aurait du sens en fait. Donc voilà. J'imagine que ça va dépendre de la thématique des contenus. Il y en a qui sont plus voués à générer de la conversion. On a pas mal de questions sur l'équipe de rédaction, mais je pense que ça a déjà été partiellement traité sur l'équipe de rédacteurs. On nous demande également pourquoi on va choisir un sous-domaine pour le blog. Effectivement, ça aussi, c'est une très bonne question. Un sous-répertoire, enfin, là, je vais répondre de mon côté. Un sous-répertoire, ça aurait très, très bien fonctionné. Il me semble que le choix du sous-domaine a été fait aussi pour d'autres raisons qui ne sont pas forcément toutes liées au SEO, qui sont liées à des enjeux techniques en interne, n'est-ce pas, Quentin? Oui, pardon, parce que je suis en train de voir une question, je vois les questions défiler juste à côté. Parler du choix du sous-domaine. Mais le choix du sous-domaine, en fait, pour vous expliquer, c'était encore une fois, c'était vraiment ce problème que on est aujourd'hui sur une architecture qui ne nous permettait pas d'avoir le blog, un blog très fonctionnel pour une content factory. Et donc, on a tout simplement fait ce choix, bien que ça soit moins optimisé en termes de SEO, on a fait ce choix de le mettre sur un sous-domaine et de le mettre sur un WordPress qui nous permet de le rendre en fait très modulable et vraiment de pouvoir le bouger sans rentrer dans des complications de développement. Ok, très clair. Qui a pris en charge la rédaction de contenu? Est-ce que c'est un pôle édito chez SMJ? Est-ce que ce sont les équipes internes de Quilibri? Donc ça, on l'a effectivement, nous y avons répondu. Ça s'est fait en interne, enfin plutôt externalisé par Quilibri. Dans votre stratégie de netlinking, j'imagine que vous avez démarché les RP pour que ceux-ci reprennent les résultats de votre étude. Ils ne sont pas venus les reprendre d'eux-mêmes sur votre site. Une très bonne question sur la stratégie RP. Est-ce que tu en sais un peu plus, Quentin, sur comment ça s'est passé? Donc non, sur la stratégie RP, en tout cas, si vous parlez, alors j'ai un peu perdu la question, mais si vous parlez notamment de l'étude, de l'étude, oui, réalisée avec OpinionWay. Non, on l'a pas tellement, enfin, on l'a proposé en fait, je pense. Alors, c'est pas tellement moi qui m'en suis occupé, mais on a dû la faire avec notre agence, qui a dû ensuite la proposer, enfin, la rendre publique, mais voilà. On l'a pas tellement. Très clair. Et ça, on le voit souvent. Hein. On est parfois étonné, hein, mais il y a un côté un peu viral, tout simplement. Les articles, enfin, pardon, les médias sont friands de contenu ou d'études intéressantes à publier. Donc, ils vont avoir, des fois on est étonné, mais ils vont avoir tendance parfois à naturellement partager ce genre d'informations. On a une question de Célia qui concerne le netlinking cette fois-ci. Comment on définit un niveau raisonnable de netlinking face à ses concurrents? Limite, ça pourrait faire l'objet d'un second webinaire. Je n'ai pas raisonné en termes de pourcentage de netlinking à effectuer. Moi, j'ai tendance à m'appuyer pas mal sur les scores d'autorité. Moi, je travaille beaucoup avec Ahref, hein, mais vous avez tous les outils, on propose des scores d'autorité, hein, le Domain Authority, ou le Domain Rating, etc., ou le TrustFlow, TFCF, etc. Et donc, le score d'autorité, c'est peut-être plus pertinent que calculer un pourcentage de RD, tout simplement parce que ces scores-là, qui sont des scores sur 100, prennent en compte également la qualité des spots. En effet, vous pouvez avoir 1000 backlinks, mais s'ils proviennent de spots de très mauvaise qualité, ça ne va pas énormément faire évoluer la qualité de votre profil de lien. Il vaudrait mieux, même à la limite, en avoir comme Quilibri une dizaine, une vingtaine, depuis des spots de haute qualité. Et là, on aura de meilleures armes pour aller chercher les concurrents.
Donc, ce n'est pas vraiment une question de pourcentage, ça va être une question de qualité. Et donc, on utilise des scores comme le domain rating. C'est un très bon exemple. Alors, combien ça coûte une stratégie comme celle-ci? Effectivement, ça, c'est une question assez légitime. Je vais répondre de mon côté SMJ. Tout va dépendre, en fait, puisque là, par exemple, on est sur une niche ultra concurrentielle. On est sur la minceur, la niche des régimes. Donc, tout va dépendre, dans un premier temps, de votre niche. Là, on a vu que la stratégie, elle repose sur la production de 1000 contenus, même plus que ça, à terme. Donc, on est déjà sur une stratégie très ambitieuse. En fonction de la niche, si vous vendez, je ne sais pas si vous êtes serrurier, alors ça, c'est pas un bon exemple parce que c'est très concurrentiel, mais si vous êtes garagiste dans votre quartier ou si vous vendez des régimes ou si vous êtes dans la santé ou si vous vendez des billets d'avion, par exemple, il y a des niches qui sont très concurrentielles, il y en a qui sont un peu moins. Donc, ça va déjà changer le dimensionnement de la stratégie. Et dans un deuxième temps, ce qui va beaucoup influer sur le prix, ça va être à quel prestataire externe vous allez avoir recours, tout simplement parce qu'il y a certaines niches sur lesquelles il faut absolument avoir recours à des rédacteurs experts. Il y a des niches sur lesquelles un rédacteur peut écrire et ensuite ça peut être relu par un expert après, donc ça fait gagner du temps. Ça dépend, comme je l'ai dit, si vous externalisez, si vous passez par, je ne sais pas, une ferme de contenu à Madagascar ou par des rédacteurs spécialisés en France, le budget va passer du simple au quintuple. Donc, c'est très, très difficile, effectivement, à évaluer. Ce que je pourrais simplement dire, c'est que dans tous les cas, par rapport à une stratégie, comme l'a dit Quentin, par rapport à une stratégie payante, stratégie d'AdWords, là, on est sur un investissement qui a pour vocation d'être pérenne. Et donc, là, on a vu que le trafic acquis, il est… Alors, rien n'est acquis pour de bon en SEO, mais a priori, si Kolibri arrête de produire du contenu la semaine prochaine, le trafic ne va pas s'effondrer, contrairement à du trafic payant. Donc, on est sur un trafic de qualité qui va viser le long terme. Donc, là-dessus, en termes de ROI, on est plutôt bon. Peut-être Quentin, on a Sarah qui nous demande quelle est votre stratégie de mise à jour. C'est une excellente question. Écoutez, donc pour reprendre un petit peu, donc on a, comme je vous disais, donc 2 rédacteurs en interne, et je vois que la question revient souvent sur ce que ça nous coûte. Il faut savoir que nous, sur un contenu de 1200, entre 1200 et 1500 mots, on va être autour d'une trentaine d'euros hors taxe. Donc voilà à peu près. Mais encore une fois, tout dépend de si vous avez des rédacteurs en interne, si vous avez des correcteurs en interne, si vous décidez d'externaliser, si vous décidez de vous adresser à des gens qui sont journalistes, qui vont effectivement vous proposer sûrement les tarifs les plus chers que vous pourrez trouver sur le marché. Et voilà. Pour reprendre un petit peu, nous, la Content Factory, donc on a 2 rédacteurs en externe qui donc s'appuient sur SEMJ pour écrire ces 30 contenus. Il faut savoir que l'outil SEMJ rend la chose assez simple, ce qui fait qu'ils sont capables de produire ces 30 contenus, ce qui peut paraître beaucoup. Mais en fait, l'architecture, le squelette est déjà là. Donc, après, c'est entre guillemets du remplissage. Ensuite, on a donc nos diététiciens qui viennent corriger chacun les contenus qu'on leur attribue et qui viennent ensuite les signer. On vient les publier au marketing. Et ensuite, la stratégie de mise à jour, si vous voulez, on a commencé par remettre à jour en fait, on les prend de manière complètement temporelle. Donc, les premiers qui ont été rédigés sont les premiers qu'on met à jour. Et en fait, on a une liste où on vient mettre une dizaine de contenus à jour. Pareil avec l'outil SEMJ toujours. Et donc voilà. Je vois quelle proportion du contenu modifiez-vous par rapport. Alors, je ne sais pas si la question est par rapport à après les avoir postés ou si c'est après les avoir reçus des rédacteurs. Il n'y a pas tant de modifications qui se font au niveau des rédacteurs parce qu'ils sont très bien briefés et ils savent dans lesquelles sources ils ont le droit d'aller piocher des informations. Donc ensuite, nos diététiciens viennent juste s'assurer que tout est véridique et que ça peut être publié.
Je pense qu'on parlait de la mise à jour des contenus existants, comme tu en parlais dans ton ouverture. Ouais. Si j'ai un conseil à donner, ce serait essayer de se fixer. C'est difficile quand on a beaucoup de contenu, hein, mais essayer de se fixer une mise à jour au moins 2 fois par an, c'est-à-dire tous les 6 mois. Alors, quand on parle de mise à jour, ça ne veut pas dire revoir le contenu de fond en comble, hein. Vous pouvez rajouter un paragraphe, éviter d'en enlever, par contre, sauf si l'information est périmée. Essayez de toujours ajouter, et ça peut être modifier un peu le titre, ajouter quelques lignes, quelques paragraphes, histoire que quand Google repasse sur la page, il voit quelque chose de nouveau. Merci à tous pour toutes vos questions. Malheureusement, on est à court de temps. Vous avez nos adresses email sur la dernière slide, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous pouvez nous contacter en direct, que ce soit Quentin ou moi, et on se fera un plaisir d'y répondre. Pour ma part, je remercie encore une fois Quentin. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Il n'y a aucun problème. C'était très sympa de le faire avec toi, Charles. Merci. Et donc, merci également à vous tous qui avez été présents à ce webinaire. On vous dit à très bientôt. Et donc, passez une bonne après-midi. Merci à tous. Au revoir.